Bonjour Jean-Claude Mézières. Bonjour. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. C'est un très grand plaisir, un grand honneur d'avoir un créateur tel que vous, avec une carrière qu'on peut dire vraiment monumentale, avec un impact définitif, historique sur la bande dessinée franco-belge, sur la bande dessinée de science-fiction. Vraiment, merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Merci aussi. Merci à tous mes lecteurs, les petits et les grands, et les petits qui ont grandi et qui décident de faire du cinéma. C'est quand même formidable comme promotion, hein. Alors justement, à propos des petits lecteurs, on va peut-être commencer par vous, petit lecteur, pour un petit peu retracer votre genèse artistique. Quels sont vos souvenirs de bande dessinée, vos premiers souvenirs de bande dessinée, puis ceux qui vous ont dirigé vers ce métier? Ça s'est démarré très très vite. C'est-à-dire que j'avais un frère aîné qui est décédé récemment et qui avait 7 ans de plus que moi, mais qui lisait des bandes dessinées. Et puisque on est des gamins d'avant-guerre, lui particulièrement, moi tout juste, il lisait OK Magazine et qui me refilait, après l'avoir lu. Et dedans, je lisais des premières bandes dessinées d'après-guerre, donc fabriquées par des gens comme le jeune Albert Uderzo, qui à l'époque devait avoir 19 ou 20 ans, et qui faisait ses premières bandes dessinées, qui s'appelait Harris Buck, par exemple, qui est un truc que les spécialistes connaissent. Mais Harris Buck, les rares fois que je rencontre Uderzo, je lui dis « Tu veux que je te dessine Harris Buck ?» Je l'ai encore dans la main, parce que ça, c'était quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand j'avais 7-8 ans. Et puis, mon frère aîné aimait la bande dessinée et en faisait lui-même. Il avait été publié un dessin au coin des lecteurs dans un numéro de Hockey Magazine. Et donc, moi aussi, je prenais la suite de ces dessins, je racontais la suite de ces histoires. Et donc, en fait, j'ai été un plagiaire très jeune. J'étais déjà un copieur de personnages pour passer, évidemment, à la découverte de Tintin, de Lucky Luke, plus tard de Spirou, influence incontestable et magnifique de Franquin, et que même j'ai été voir à Bruxelles avec mon copain Pat Mallet, qui, pour certains, vous devez connaître les petits hommes verts qu'il avait fait pour Spirou, ou après pour lui, etc. Et on avait 17 ans, et on est allé voir Franquin à Bruxelles. Tout ça, on n'avait pas de téléphone, lui non plus, ou du moins on n'avait pas le numéro comme ça. Donc par courrier, et c'est formidable, on est allé chez lui. Il nous a reçus très gentiment en disant « Bah oui, le petit gars, c'est pas mal, continuez, quoi. » Et après, il nous a conseillé de voir Joseph Gillin, JG, qui habitait la banlieue parisienne. C'était quand même plus simple que d'aller à Bruxelles, où il fallait passer la douane, il fallait passer la frontière. C'était quand même toute une expédition. Et donc, j'avais un troisième copain, déjà très intéressé par la bande dessinée également. C'était Jean Giraud Möbius, qui n'était pas encore Möbius, mais qui, effectivement, à 15 ans, était un sacré Giraud qui, le salaud, il dessinait comme... Je l'appelle maintenant Wolfgang Amadeus Möbius parce que tu fais du dessin, oui, moi aussi. Et c'était pas mal, quoi. Et donc on est allé avec Pat Mallet, Jean Giraud et moi voir JG en banlieue parisienne où il avait une vieille maison, une orangerie transformée en atelier où il travaillait avec son fils Benoît, où il travaillait avec des tas de dessinateurs qui passaient le voir parce qu'il avait des tas de copains belges qui, quand ils venaient coucher à Paris, ils allaient coucher chez JG. C'était gratuit et c'était sympa. Et donc, on a eu un très très bon contact. J'ai eu un contact extrêmement fraternel, enfin filial plutôt que fraternel, filial avec JG. Et il faut dire que quand JG a vu nos dessins, il nous a encouragés. Mais quand il a vu les dessins de Giraud, il s'est dit, celui-là, on ne va pas le louper. Et je crois bien,
parce que j'ai eu des lettres de Franquin après, où il me disait que Gigé lui avait parlé du travail du jeune Giraud, avec le fait que je ne comprenais pas pourquoi Giraud n'avait pas commencé à travailler immédiatement avec Gigé, mais seulement 2 ans et demi plus tard. Ben oui, c'est que j'oubliais, mais je l'ai réalisé après, que Giraud partait, comme moi, à 3 mois de différence, au service militaire, merci la France, pour 2 ans et demi et des poussières, en Algérie, en France, lui en Allemagne. Et il avait réussi à trouver un emploi dans un journal militaire où il a commencé à dessiner des charges de Ulan. J'ai revu ça dans une rubrique sur le net récemment, qui étaient des très beaux dessins déjà, avec des scénarios faits par des gens qui sont restés d'obscurs. Alors bidas, pas bidas, j'en sais rien. Mais c'est drôle à voir que, par exemple, André Chéret, dessinateur de Rahan, était dans le même journal que Giraud en Allemagne. Moi, je ne connais pas du tout Chéret, je crois qu'on ne s'est jamais rencontrés. Mais par contre, Giraud et Chéret étaient vraiment dans la même équipe et travaillaient pour le même journal. Enfin, c'est pour dire que la bande dessinée, à l'époque, c'était mal vu par les profs de dessin, puisque on a un souvenir très marquant d'un prof de dessin à l'école des arts appliqués, puisque c'est là où j'ai rencontré Giraud, quand on avait 15-16 ans. Et un prof de dessin disant « Giraud, mais quel dommage, avec le talent que vous avez, quel dommage que vous fassiez des trucs débiles pour les débiles mentaux. » Merci. Le pauvre, je raconte ça parce que je me dis il doit se retourner dans sa tombe, le pauvre. Donc la bande dessinée était très mal vue, mais il y avait du boulot, parce qu'il y avait beaucoup de petits journaux. La reproduction photographique était très souvent de très mauvaise qualité. Dans les années 50, c'était pas terrible. C'était vraiment le tas de boue. Et si bien que très souvent, un petit article était demandé par un dessinateur obscur, alors avec des mecs d'un talent fou. Il y a de très grands noms comme Poivet, comme Gillon, etc., qui faisaient des trucs à François, avec Forest aussi, etc., et ils faisaient des trucs où c'était un gagne-pain, paraît-il, ils étaient payés. Enfin, Gillon m'a dit une fois, j'ai jamais gagné aussi bien ma vie que dans 1957. Alors, évidemment, les tarifs étaient... François paraissait à 1 million d'exemplaires, donc effectivement, ils étaient très bien payés. La bande dessinée était appréciée pour son emplacement dans certains journaux. Pour les enfants, il fallait mieux pas se faire prendre avec un illustré dans son cartable, parce qu'on a été emmené chez le directeur qui disait oui, allez, et crac, il vous déchirait l'illustré devant le nez. Ça vous est arrivé ? Ça m'est arrivé, et vraiment c'était très mal vu. Donc tout ça, c'était un monde où la bande dessinée, mais par exemple pour mes parents, c'est sûr que quand mon père commençait à dire bah oui, il dessine et il est publié dans un journal catho ou une publicité. J'ai fait des dessins pour Philips. Philips a fait un numéro qui n'a pas duré, une revue publicitaire qui a duré 3 numéros, je crois. Mais mon fils, il est payé pour ça. Alors ça, échelle de valeur, évidemment, tout à fait appréciable. Et si donc il y a eu l'interruption par le service militaire, 2 ans et demi, où moi j'ai peu dessiné et j'aimais pas ce que je dessinais. J'ai même fait un conte de Noël qui est paru dans le Spirou de 1958. Regardez, les archivistes, vous verrez, J.C. Mézy, et un truc, et qui, je dois dire, le seul service et le seul hommage que je rende au service militaire, c'est de m'avoir empêché de continuer dans ce style-là, parce que c'était un style pseudo-décoratif, pseudo-moderne, qui était vraiment un cache-misère, dont je déteste absolument tout le genre, et que par contre, arrêtez de dessiner. Je pense que mon amitié avec Giraud était responsable pour un moment montrer la différence. Et donc Giraud est revenu du service militaire
et a été en contact avec Gigé tout de suite, puisqu'il a fait un premier album de Jerry Spring où il était encreur et en même temps concepteur de dessin, parce qu'il allait plus vite que Gigé. Et pourtant, Gigé travaillait vite. Oui, oui. Mais la route du Coronado, comme ça. Et donc Giraud s'est rétabli du service militaire très largement, très vite. Et moi, je ne savais pas ce que j'allais faire. Je savais que la bande dessinée, c'était vraiment pas mon truc. Et mon père me dit un jour, tiens, dans le journal, il y a une petite annonce, importante maison d'édition recherche dessinateur maquettiste. Tu devrais aller voir. Je vais voir, là-bas, c'était à Paris, dans les beaux quartiers du 16e. J'étais le seul à me présenter. Évidemment, il y avait peu de jeunes, puisque les jeunes, ils étaient tous au service militaire. Et ceux qui restaient, et on était les enfants de la guerre. Donc, ils m'ont pris à l'essai. Puis j'ai fait des petits croquis de mise en place. L'époque, c'était une encyclopédie d'histoire des civilisations. Alors, avec des grandes illustrations faites par des dessinateurs et des peintres italiens de grande qualité, mais ils voulaient faire une version française augmentée et il fallait de nouveaux illustrateurs. Alors, quand ils ont commencé à pas dire comment ils allaient chercher des illustrateurs, j'ai appelé le petit camarade Giraud, qui avait terminé de travailler avec Gigé. Et il est venu, et évidemment, quand il a amené son carton de dessin et ses gouaches, etc., les premiers essais qu'il a fait, tout le monde était à genoux avec des palmes pour vraiment apprécier son travail. Mais ça m'a donné envie de repiquer quand même à l'illustration ou à la gouache. On s'est beaucoup appris, et Giraud le disait toujours, toutes ces magnifiques couvertures à la gouache, c'est sur le Hachette qu'il a appris à faire ça, parce que j'ai retrouvé dans les marchés aux puces quelques numéros de cette encyclopédie de 5-6 numéros. L'affaire a été une catastrophe. Les historiens, très chevronnés et très charmants avec les jeunes dessinateurs, avaient 20 lignes pour résumer la chute de l'Empire romain, alors avec une grande image et puis 20 lignes de texte. Ils étaient un peu frustrés et le projet s'est cassé la gueule complètement, mais ça nous a permis d'être payés très honnêtement pour l'illustration et de voir que, allez, le dessin, on rembraye. Moi, j'étais toujours pas convaincu sur la bande dessinée, et Giraud est parti à Pilote travailler avec Charlier pour faire le premier western que Gigé avait dû téléphoner à Charlier en disant celui-là, tu le laisses pas échapper. Hein. Et il a mis le grappin dessus et ils ont commencé Blueberry jusqu'à la Saint-Glinglin. Moi, j'étais pas sûr que je voulais faire de la BD, mais par contre, Giraud, on voit l'ascenseur, on a toujours fait ça toute notre vie, en me disant, tiens, il y a Benoît, le fils de Gigé, qui lui monte un petit atelier de publicité, et il cherche un assistant, quelqu'un qui... Alors j'étais le voir, et évidemment, je le connaissais déjà, puisque j'avais rencontré chez son père, et j'ai travaillé pendant 3 ans, comme assistant maquettiste, assistant photographe, concepteur, lettreur, gouacheur, trucs, n'importe quoi. C'était très amusant, mais faire des paquets de lessive, même dessinés par Mézières et Gigé, c'est pas resté dans les annales. Mais je l'ai encore, ce paquet de lessive, je le ressors de temps en temps. Et malgré un très beau dessin de chevaux de course par Gigé, et c'était gagner des pièces d'or, et moi je faisais les pièces d'or, besogneux et très moche, mais lui il avait fait une très belle aquarelle de chevaux de course. Et tout ça m'a donné envie de foutre le camp, et de rattraper mes 2 ans et demi de service militaire et de partir aux États-Unis, où j'avais qu'une envie, c'était de découvrir autre chose,
une autre vie. Les grands espaces, les ranchs, alors ça, c'était en dessous. Mais il fallait bien que je justifie mon truc. Et JG me dit, mais pourquoi, si tu veux partir aux États-Unis, il te faut un visa de travail. Et il m'a dit, j'ai un copain qui fait des charpentes métalliques à Houston, au Texas. Je vais lui écrire. Il écrit et je reçois un visa de travail et je peux enfin partir avec l'assurance que je peux travailler. Et j'étais persuadé tout et n'importe quoi, surtout les États-Unis. C'est en quelle année, ça ? 65. Et donc, oui, j'ai réalisé assez vite que c'était pas tout à fait partout, etc. Mais dans les ranchs et les trucs comme ça, là, on me demandait pas mon passeport, on me demandait pas. Monsieur Trump n'était pas arrivé encore, donc ça allait. Et je savais que j'avais un autre copain qui était un vieux, très vieux copain quand on avait 25 ans déjà. C'était Pierre Christin, qui, lui, était un universitaire brillant, qui avait fait Sciences Po, machin, qui avait une femme et un enfant, et qui n'avait qu'une envie, c'était d'aller voir les États-Unis, lui aussi. Et à ce moment-là, il a pu postuler pour un poste de professeur de littérature à l'université j'ai appris de Salt Lake City, parce qu'il y avait la place, et puis c'était quand même au cœur du Grand Ouest. Donc, à un moment, dans mes pérégrinations du Montana à l'Arizona, j'ai débarqué un jour chez lui en sachant qu'il était enfin arrivé à l'université et en disant je peux coucher sur ton canapé parce qu'évidemment j'étais sans le sou et sans voiture, sans rien du tout, quoi. Je voyageais en stop et tout. Et puis là-dessus, je me suis un peu incrusté parce qu'il y avait 1 mètre de neige dehors l'hiver, mais ça nous a donné envie de travailler et de relancer. C'est Christin qui m'a vraiment poussé en me disant mais pourquoi tu n'essayes pas de redessiner un peu une bande dessinée. Et très très vite, on avait déjà fait des tas de petites bricoles ensemble, un petit film de 8 mm à Paris, enfin bien avant. Mais tout ça, c'était tentons quelque chose. Et Giraud, avec qui je correspondais beaucoup, était déjà pilote. Et il me dit, si tu veux fais une histoire de 6 pages que je montrerai. Et je lui dis, tu balances ça à Spirou, à Tintin, à Pilote. Moi, je ne connais pas Pilote. Je ne connaissais absolument pas le journal. Mais finalement, j'ai envoyé mes 6 pages. J'en ai même envoyé 6 autres parce qu'on avait fait une deuxième histoire. Puis après, le printemps est arrivé et la neige avait fondu. Je suis reparti travailler dans des ranchs et vagabonder complètement. Et j'étais le premier dessinateur de bande dessinée français à être vraiment cow-boy. Mais je n'ai pas fait d'histoire de cow-boy. La place était prise par les meilleurs. Et c'est là où je crois qu'avec Christin, on a trouvé qu'on bossait bien ensemble. À notre retour, 1 an et demi plus tard, lui est rentré et est parti fonder l'IUT de journalisme à Bordeaux. Et moi, je travaillais, j'étais voir Goscinny, qui était le directeur de Pilote. Et là, Goscinny m'a dit, ouais, c'est amusant ce que vous faites. Il avait bien vu que la seule influence américaine que j'avais, c'était Mad Magazine, qui est toujours d'ailleurs un magazine qui a perdu un peu de plume maintenant. Mais ça reste une institution culturelle aux États-Unis, c'est le périodique le plus important. Il y avait des dessinateurs fabuleux comme Jack Davis, comme Will Eisner, comme Will Elder. Eisner a aussi 2-3 trucs dedans. Eisner, que j'ai bien connu Kurtzman. Mais après, Kurtzman, etc. Et donc c'est une influence de comique de référence, non pas du tout des aventures, mais des critiques de feuilletons, de films, ou des
parodie de la vie sociale américaine. Et c'était hilarant et fort bien dessiné. Et ça a été un grand inspirateur. On retrouve d'ailleurs encore un certain sens du mouvement qu'on peut trouver dans Mad. Ça bouge dans tous les sens. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans Valérian. Mais j'ai pas été le seul. Un qui était très influencé aussi, c'est Gottlieb ou Alexis. Alexis, surtout, était un formidable dessinateur. En plus, malheureusement parti trop tôt. Et donc, tout ça, c'était des influences directes. Et je dirais que on s'est décidé, pour commencer à parler de Valérian et à peut-être arrêter, de dire c'est passionnant. On va faire... Goscinny me donne un scénario de Fred qui était un scénario prédessiné. C'était à l'époque où Fred s'essayait à la bande dessinée, avait des idées, auteur de Philémon, mais le graphisme, Goscinny trouvait que son graphisme était un peu sec, un peu rustique, et il ne se sentait pas, en 1966, libre de publier déjà un truc de Fred comme ça. Donc il faisait redessiner par d'autres dessinateurs, et j'ai même fait aussi du sous-réserve. Entre réserve, et je peux vous dire que redessiner au propre réserve, qui faisait des trucs pourtant pas méchants pour Pilote, mais quand même, du Mézières au propre pour du réserve, c'est vraiment nul. Et donc ça ne m'interrogeait pas du tout. Et c'est là où on a dit avec Christin, bon, il faut faire quelque chose. Et on a dit, on va faire une histoire. Personne ne faisait de science-fiction à l'époque. Vraiment, la science-fiction, nous, était une source de littérature que, en France, on connaissait déjà dans les années 50, et surtout aux États-Unis, découvert des petits pulps, des petits romans. Vous étiez lecteur de tous ces pulps de science-fiction romans, mais pas du tout. Pas des comics. Non, d'abord, parce que dans les ranchs où j'étais, il n'y avait pas beaucoup de comics et pas beaucoup de télévision. Oui. Et puis en plus, c'était graphiquement, ça, autant Mad m'a séduit, autant les super-héros, je n'ai pas changé d'avis depuis. Bon, donc on a démarré, et puis ça n'a pas trop mal marché. Pendant 50 ans quand même, c'est plutôt une belle carrière pour un héros de bande dessinée. Il y en a assez peu qui peuvent se targuer d'avoir une longévité telle. C'est-à-dire que quand on tape sur le même clou pendant 50 ans, ça s'enfonce. Et on parlait des périodiques, de ceux que vous avez lus, ceux auxquels vous avez participé. Métal Hurlant, jamais? Alors attention, Métal Hurlant est arrivé, ça faisait déjà 10 ans que je faisais Valérian. Mais pourtant, ça aurait pu correspondre à Mais j'ai travaillé, Dionnet m'a demandé de faire une ou deux petites histoires. Je me suis amusé à faire... Métal Hurlant avait l'avantage sur Pilote d'être très bien imprimé sur un papier plus moderne et avec un rendu couleur beaucoup plus supérieur. Avec les couvertures de Mobius, justement. Oui, mais enfin, Mobius n'a pas fait il en a fait beaucoup des couvertures, mais pas toutes. Et donc j'ai fait une histoire, deux histoires qui étaient bien, mais en fait la seule différence c'est que je pouvais sur un scénario de 6 pages, je pouvais faire le scénario sans Christin, parce que je sais raconter des histoires courtes. C'est sur le long cours que je ne me sens pas la puissance de ça et d'organiser. Et aussi de faire travailler à la couleur directe qui permettait une reproduction. J'ai fait des trucs à l'aérographe, etc., qui étaient la grande expérience des dessinateurs à l'époque, en 75. Et dessiner à l'aérographe, j'ai passé 3 mois à dessiner 8 pages. J'ai dit, l'aérographe, d'accord, plus jamais. Maintenant, si j'ai un tout petit fond de brouillard de temps en temps, et encore, il est bouché, ça fait 30 ans que je n'ai pas touché l'aérographe, donc il est bouché, je ne sais même plus où est-ce qu'il est rangé. À propos de votre travail justement avec Pierre Christin, comment est-ce que le travail véritablement se déroule? Est-ce qu'il fournit des storyboards ultra précis? Je sais qu'il y a eu quelques... Storyboards? Vous avez dit storyboard? Pardon, pas storyboard, des découpages ultra précis pour son scénario. Et il livre des dialogues. Uniquement. C'est un livret d'opéra. C'est comme il dit, je suis le librettiste et l'autre, il fait la musique. Mais d'abord parce qu'on est des très vieux copains, on se voyait beaucoup, on joue au tennis, etc. Et je faisais toujours
j'amenais ma raquette de tennis et mon carton à dessin, parce qu'après le tennis, on allait boire une boisson légère, et je commençais à montrer mes pages de ce que j'avais préparé dans la semaine, dans les 15 jours, où on ne s'était pas vu, quoi. Et Grestin donne... j'ai fait pas mal de documents maintenant dans des expositions pour montrer la page de scénario et la page interprétée après en images, et après la page réalisée en couleur par Evelyne Tranley qui intervient en troisième, après, non pas sur le dessin original, mais sur les bleus de mise en couleur qui sont séparés. Grestin ne me dit pas ce qu'il faut dessiner. Par contre, il me donne, suite à toutes nos discussions, puisqu'on a beaucoup parlé ensemble, on a un peu les mêmes goûts quand même. Donc, il n'y en a pas un qui dit on va faire une grande histoire du massacre de la civilisation, machin, et l'autre qui dit non, je veux pas, j'aime pas ça. Non, on a des goûts communs sur bien des plans, et donc on est d'accord que, je ne veux pas dire d'un point de vue politique, mais quand même, le soubassement politique d'une histoire est très important, et on est d'accord que la science-fiction est un véhicule formidable pour justement parler des problèmes, parce que la bande dessinée, jusqu'en 1967-68, on parlait jamais du monde réel. On parlait d'un monde où des enfants allaient à l'école, où ils étaient tous blonds et châtains et bien propres sur eux, avec des mamans qui venaient les chercher. On parlait que les villes, il n'y avait pas de quartiers riches et de quartiers pauvres, etc. Donc tout ça, on a essayé de mettre ça en place pour parler des choses intéressantes. Et ce qui faisait des histoires de civilisation, puisque la science-fiction, c'est formidable pour parler civilisation. Mais tout de même, vous avez un style qui est extrêmement concis dans le dessin. Vous arrivez à insérer énormément d'informations dans une seule case, ce qui est quand même extrêmement difficile et plutôt rare. Oui. Et j'ai quand même lu dans une ou deux interviews que vous avez quand même réduit plusieurs fois les scénarios de votre camarade, que vous trouviez tout de même un peu trop long et un peu trop verbeux. Alors là, oui, ça fait partie de nos petites batailles, comme ça. Surtout en public, on croise le fer. Sur les armes vivantes, j'ai vu que vous avez... Oui, et non, mais ça, il était parti en voyage, mais alors en plus, il ment honteusement. Il ment honteusement, je prends un flagrant délit, vous vérifierez. Il dit que j'avais réduit son histoire de 54 pages en 46, parce que je trouvais que c'était trop long, mais c'est pas vrai. Il avait 62 pages et je l'ai réduit à 54. Alors là, attention, là, mais il y a prescription quand même. Depuis le temps. C'est vrai que dans Valérian, effectivement, en tout cas pour le début des aventures qui consistent souvent en une exploration d'un nouvel environnement, avec vraiment une aventure qui se déroule simplement, il y a toujours un aspect politique ou en tout cas réflexif. Ah oui, mais la vie est politique. Hein, la vie c'est vrai, mais comme vous le disiez, auparavant, c'était quand même un univers idéal, complètement aseptisé, absolument, très rond. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez développé ensemble, consciemment, ou c'est simplement venu parce que c'était l'époque qui voulait ça? Les deux, mon capitaine. Les deux. Oui, on a parce que on était tout à fait d'accord qu'on pouvait parler de ça. En même temps, mai 68 arrivait. Et mai 68 en lui-même n'a pas été un grand bouleversement. Par contre, le après mai 68 a été une mutation totale en France pour beaucoup de choses. Et effectivement, même la bande dessinée pour adolescents, avec le fait aussi que Pilote a vieilli avec ses lecteurs. Parce qu'avant, la bande dessinée pour jeunes était en gros basée pour les 8-12 ans, c'était tel héros. Puis après, à partir de 10-12 ans, c'était un autre personnage, peut-être même chez un autre éditeur. Bon, il y avait une graduation dans l'implication de l'intérêt des lecteurs. Et là, on a eu des lecteurs qui ont commencé à nous lire à 10 ans, 12 ans, et qui continuaient à 15 ans, et qui ont continué éventuellement après 20 ans. Donc, on a pu parler et de choses qui venaient d'elles-mêmes, c'est-à-dire parler politique. Ce n'est pas dire
je sais, c'est le parti machin ou le parti. On s'est même moqué de ça dans l'album Les Héros de l'Équinoxe, où justement les trois géniteurs potentiels de la civilisation de Simlan représentent des archétypes de héros. Alors là, très sectaires, même chez les babacools, qui sont pas très cool. Mais justement, ce n'est pas de faire du militantisme, puisqu'on n'a jamais appartenu, ni l'un ni l'autre, à un parti quelconque, mais par contre, d'être d'accord avec nos idées, et surtout, je crois, que le monde maintenant on peut plus raconter un monde bisounours où tout va bien, il n'y a qu'à continuer comme avant. Hein, parce que toutes les bandes dessinées étaient quand même, en général, qu'elles soient de droite ou de gauche, elles étaient quand même l'avenir, c'est l'avenir au soleil couchant, et le monde redevient comme il était, le grand méchant a perdu, provisoirement. Puis il va revenir à l'épisode suivant. Ça, on n'était pas d'accord, on ne voulait pas. On va changer de domaine, mais peut-être tout de même rester sur votre travail avec le cinéma. Et on peut commencer peut-être avec le film en fait, qui vous a rapproché de façon flagrante dans la grande production hollywoodienne, c'est-à-dire Le Cinquième Élément. Quelle a été votre implication dans ce projet qui a d'ailleurs été secret pendant plusieurs années, ce qui est quand même plutôt spécifique. Ça doit être spécial de travailler dans le secret, non ? Mais non, c'est Luc Besson qui a tout à fait envie de gérer ça comme ça. Et il savait d'abord, lorsqu'il m'a engagé, il m'a dit, moi je suis un vieux lecteur de Valérian, je sais ce que certains films américains ont bien regardé. On peut parler de Conan, de Star Wars, elle dit oui. Et il dit, moi, je prépare un grand film de science-fiction, donc si tu veux, je t'engage et je te paye pour travailler pour moi. C'est déjà un domaine qui vous intéressait à la base, le cinéma, ou c'était quelque chose de très extérieur ? Non, au contraire. Tous les dessinateurs de bande dessinée sont des cinéastes rentrés. Hein. C'est-à-dire que, en plus, moi, quand j'étais à 18 ans, j'avais acheté une petite caméra paillard qui remontait, et j'avais 30 secondes en appuyant sur le bouton, et après le moteur s'arrêtait. Mais on avait fait justement des petits films avec Christin, on avait scénarisé un truc. Je dirais que je suis content que ça reste dans l'ombre, et comme c'était du 8 mm, l'image elle fait 3 mm sur 2, donc ça va. Ça va pas être monté sur les Champs-Élysées. Cet appétit pour le cinéma. Non, mais pour la narration, pour raconter des histoires. Alors évidemment, la fascination, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de télévision, il y avait le fait que déjà avoir un téléphone, on n'avait pas de téléphone non plus. Tout ça, c'était un monde en évolution. Les grands, les autres, il y avait toute la nouvelle vague, le phénomène de la nouvelle vague, c'est 58, c'est Truffaut, les 400 coups, 59. J'avais 20 ans et j'étais au service militaire déjà. Alors là, je peux dire que j'ai eu dans le fond de mon vestiaire la photo de Belmondo et de Gene Seberg vendant le New York Herald Tribune. Accroché parce que ça me faisait pleurer, quoi, vraiment. Qu'est-ce que je foutais là alors que j'aurais aimé frôler cette vie excitante qu'était la vie du cinéma. Le dessin, c'est pour ça que le dessin n'était pas ancré avec moi. Et par contre, faire de la photo, faire du cinéma, c'était passionnant, et ça m'a beaucoup longtemps passionné, avec le fait que c'était inaccessible pour des gens qui venaient de la banlieue parisienne, qui n'avaient pas des connaissances sur le monde du cinéma, qui était vraiment... Ça ne veut pas dire que tout le monde était des gosses de riches, mais enfin, Chabrol avait hérité, paraît-il. Truffaut, je ne sais plus comment parce qu'il venait pas d'un milieu très riche, mais il a fait son film, et puis il était critique
de cinéma dans la revue Art avant. Donc nous, on n'était pas dans le schéma, quoi. Et puis, donc c'était pas ça. Mais l'intérêt et on a bouffé de la pellicule. Pierre et moi, d'une manière très désordonnée. Ensemble, vous alliez voir les films ensemble? Ça dépend, des fois on se retrouvait, mais des fois on se retrouvait pas du tout. Hein. On a, Dieu merci, pas passé notre vie à être la main dans la main. Mais se refiler les bonnes adresses, tiens, j'étais voir ça, c'est vachement bien, tiens, j'ai vu ça, hop, j'aime pas, etc. Donc, jusqu'on en arrive jusqu'au film de Besson. Voilà, d'accord. Et donc Besson me dit, eh ben venez, ça m'intéresserait que vous travailliez sur le film. Il me donne, on se voit à Paris, il me donne un gros pavé à lire qui est le scénario de Zaltman Bleros, qui était le nom de la production de son film, où un ouvrier d'un New York futuriste travaille dans une usine de fusées dans la banlieue de New York et se trouve soudain en contact avec un ange de la paix et de l'amour, etc., etc. Donc, je me mets à lui faire des grands dessins, et ça m'a énormément plu de faire des dessins qui n'étaient pas commandés justement pour être publiés, qui étaient des dessins très libres, au feutre, en couleur, balancés très, très, très vite, mais très expressifs. Et ça, j'en garde un excellent souvenir, graphiquement et au niveau de l'impact que ça a produit pour Besson, puisqu'il a gardé beaucoup de projets que je lui avais faits. Puis, dans certaines vues de New York, en plus, je venais, moi, d'abandonner pendant un certain temps les premières planches d'un nouvel album, Les Cercles du Pouvoir, où il y avait des taxis volants. Eh ben, je lui ai collé des petits taxis volants dans les décors, comme ça. Et puis, alors, évidemment, il regarde mes dessins, puis il me dit « Ah, ils sont marrants, tes petits taxis. Ah, fais-moi un plus gros, fais-moi une voiture de police. » Et puis, rien ne bouge. On continue à travailler sur la production de la trame du film. Et puis au mois de septembre, donc tout ça s'était passé à partir de janvier jusqu'à septembre, le chef d'écho du film me dit je venais toutes les semaines, on se mettait d'accord, je venais 2 jours, 3 jours, ça dépendait. Ouais, il me dit viens pas cette semaine. Luc est parti à New York, il prépare un nouveau film parce qu'on a des gros problèmes de production. Le film s'arrête. Et je me dis encore un projet qui tombe à l'eau. C'est normal dans le cinéma. 80% de projets et 20%, et encore, quand c'est des fois moins. Et donc, Luc fait Léon à New York. Léon, qui va être très bien accueilli par la critique américaine et mondiale. Et pendant ce temps-là, moi, je reprends mes pages de Cercle de Pouvoir et je lui envoie à New York, quand même, l'album avec la couverture. Hein. Allez, le petit taxi volant en plein pot dans la couverture. Et la critique acclame le film de Léon. Les producteurs américains lui disent « Feu vert, on vous donne ce qu'il faut ». Et Léon, et donc Luc il a relu son scénario, puis il a dit les taxis volants, c'est une bonne idée. Avec la scène de poursuite aussi que vous avez également dessinée avec la scène de poursuite avec les taxis à l'intérieur aussi de l'album. Tout ça, disons, il a fait comme à son habitude, c'est-à-dire il s'est fait un grand plateau et il a ramassé, recraché tout ce qu'il aimait, mais c'est sûr que l'esprit de dire un taxi volant, c'est beaucoup mieux qu'une scène d'usine où je lui avais fait pourtant de très beaux décors de l'usine de fusée. J'aurais aimé réaliser ce décor parce que c'était vraiment dantesque, absolument terrible. Mais effectivement, au niveau du scénario, il l'a parfaitement transformé. Et ça, tout ça, sans m'en parler, tout ça, c'est... Alors, quand le projet a redémarré, j'ai refait quelques recherches de décors supplémentaires. Mais par exemple, j'ai fait des projets de décor où on voit ce que le dessin et la réalité du film
j'ai fait une scène qui était une scène dialoguée dans un garage où le héros, qui n'avait pas encore de nom autre que Zalpan Blairos, arrive et parle avec son copain garagiste de l'accident qu'il a eu parce qu'il y a quelque chose qui lui est tombé dessus sur le toit. Bon. Eh bien ça, dans le film, mon dessin où je représentais qu'il fallait au moins construire 2 ou 3 taxis, hein, eh ben, c'est passé à un coup de téléphone de Bruce Willis qui téléphone à son copain garagiste et qui lui dit ça. Bon. Parce que là, ils ont dit, non, on arrête les décors, ça va, les dépenses, et hop. Donc, vous savez, là, être dessinateur pour un film, c'est aussi, ah ben non, ta séquence, elle est virée. Allez, hop. Mais là, vous avez participé directement au film de Besson, mais là, on en arrive au nouveau film, La Valérian, pour lequel vous n'avez pas travaillé directement. Vous avez... Ben non, je lui ai fait déjà un bel album qu'il a lu il y a 40 ans, hein, et il n'allait pas me dire « J'aime beaucoup ton album, alors recommence tout ». Faisons un autre, non. Oui. Non, c'est pas. Il a au contraire pris, et avec tout, j'ai beaucoup parlé avec l'équipe technique du chef réalisateur, du chef décorateur, du chef costumier, etc. Ils sont des gens absolument adorables et d'un talent fou qui savent, eux, travailler des matières. Moi, lorsque j'ai fait, par exemple, le croquis pour le 5e élément de la diva, j'avais une idée d'une diva qui aurait des espèces de tentacules, voiles, machin, comme une méduse qui vole en même temps qu'elle chante. Comment ? Ah ben les gars, bon, je ne sais pas comment vous allez vous débrouiller, mais débrouillez-vous. Donc Besson a choisi un truc plus simple, une structure plus compacte, parce que ça, c'était probablement pas une bonne idée pour son film. Et donc, encore une fois, le dessinateur est tributaire de ça. Par contre, là, eux, ils avaient des suggestions d'ambiance, puisqu'ils ont gardé la trame assez précise de l'ambassadeur des ombres, tout en prenant de grandes libertés. Et là-dessus, c'est ça le plaisir de l'adaptation, c'est qu'il a trouvé que l'histoire l'intéressait, que les pérégrinations des personnages étaient intéressantes. Il fallait remettre un petit peu de rôle de Valérian qui, dans l'album, disparaît pendant 30 pages. Quand même, et ça dans le film, ça l'aurait mal foutu, quoi. Surtout un film qui s'appelle Valérian. Donc tout ça, mais ça, c'est le cinéma, et personne ne va dire à Besson, dis donc, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Hein. Ça, Luc, c'est un bulldozer, c'est un tank. Hein, il avance avec des idées très précises. Alors, il nous a fait lire le scénario, une fois qu'il l'a écrit, en nous disant, vous avez 24 heures, vous me notez des choses, si vous voyez des choses qui vous plaisent, qui vous choquent, etc. Bon, on a fait des petites remarques, etc. Il a dit, et puis après, il a été faire son film. Et je ne sais pas du tout si les remarques, d'ailleurs, qui étaient plus sur des impulsions de dire attention, que Laureline ne dise pas trop souvent, gna gna gna, ou au contraire, bon, tout ça, il l'a remis en place. Et on a vu le film, il nous a fait une projo pour nous deux, Christin et moi, ça c'est quand même sympa. Et je veux dire que prendre un film de 2h10 dans la figure en disant bon Dieu, mais c'est ce que j'ai dessiné il y a 40 ans. C'est vraiment ça, vous avez retrouvé, en fait, vous retrouvez votre esprit. Justement, c'est ça. Alors, là, il a changé tel personnage, là, cette scène-là, il l'a adapté pour un autre personnage. C'est beaucoup mieux, effectivement. C'est beaucoup plus intéressant comme ça. Moi, j'ai avancé mon truc, mais là, et puis en plus, avec son casting, c'est différent, etc. Je vous laisse les surprises de voir le film, mais je pense qu'on revoit très profondément l'esprit de la bande Valérian. Les personnages sont vraiment nos Valérian et Laureline à sa manière, mais en fait, ça y est, maintenant j'ai découvert quand même que Besson, qui dit toujours qu'il était amoureux de Laureline quand il avait 10 ans, en fait, toutes ces nanas dans son cinéma, c'est des Laureline, hein, à peu près. Hein. Il avait aussi dit ça d'Adèle Blanc-Sec, d'ailleurs. Il avait dit ça. Oui, les deux. Je crois qu'il c'est un amoureux de la bande dessinée. C'est des bons modèles aussi.
les deux. De très bons modèles. Bah, elle est quand même moins sympa. Oui, un peu plus sèche. L'heure tourne, on aura une surprise à la fin de cette petite rencontre, mais peut-être que je peux déjà ouvrir maintenant les questions du public, s'il y en a, je suis sûr qu'il y en a, j'espère qu'il y en a, alors je vous en prie, si vous avez des questions, si moi j'en aurai aussi d'autres, mais ne vous gênez pas. Oui, par ici. Bonjour, merci d'être là. Est-ce que vous avez jamais été tenté par l'écriture parce que oui, non, justement, si je travaille avec un bon scénariste, mais je l'ai formé, ce petit, parce qu'il n'avait jamais écrit un scénario avant de travailler avec moi. Non, sans blaguer. Justement, je crois qu'il faut aussi voir les limites. Enfin, moi, ce que j'aime dans les scénarios de Christin, c'est justement le développement, non pas de freins, de barrières pour moi, mais au contraire d'ouverture de portes. C'est-à-dire que tout ce qu'il écrit, c'est la psychologie des personnages, dont il ne me dit absolument pas comment il faut qu'ils soient faits, et ça c'est mon problème, c'est pas le sien. Par contre, de savoir que tel personnage va faire ça dans l'histoire, à la réflexion de trahir ou de ne pas trahir, etc., etc. Ça, c'est important pour mon dessin. Et je veux dire que non, il faut connaître ses limites. Moi, écrire une histoire de 10 pages, c'est facile. 12 pages, départ, arrivée, ça y est, c'est facile. 40 pages et 25 albums de 50 pages, je peux vous dire que quand, en 1980, on a décidé qu'on approchait de la date de 1986 avec New York sous les eaux, et qu'est-ce qu'on allait faire, que la Terre allait être électrique. J'ai dit, mon vieux, le scénariste, il est payé pour ça. Hein. Une autre question? Oui, ici. Petite question au cinéma, oui. Parce qu'on sait que Georges Lucas vous a beaucoup pris dans vos albums de Valérian. Le film Valérian, c'est une belle revanche sur le cinéma? Écoutez, je pense pas qu'on puisse dire revanche, puisque Georges Lucas, moi, m'a jamais rien dit. Ni merci, ni non, c'est pas vrai, rien. Donc, je ne me suis jamais permis de dire voleur. Et j'ai dit, poser la question, rencontres ou emprunts, point d'interrogation. Et c'est au public, c'est à chacun de dire, ah oui, bah, ils ne se sont pas gênés. C'est ce que m'a dit un peu Luc Besson en m'engageant, mais je n'ai aucune preuve. Je ne sais pas qui a eu l'idée de faire que Dark Vador, avec son casque, il est brûlé en dessous. Je ne sais même pas si c'est Dark Vador, parce que moi j'ai vu tout chaque film de Lucas en payant de ma poche, hein, mais il y a 50 ans de ça, il y a 40 ans, alors j'ai un peu oublié, et puis j'ai un peu décroché aussi. Vous avez fait quand même un dessin qui alors j'ai fait mon petit dessin, ouais, voilà, j'ai fait mon petit dessin où Laureline snob un peu la princesse Leia et l'autre, Luc, en leur disant oui, non, nous on est des habitués de cette boîte depuis longtemps, quoi. Non, c'est impossible, puisqu'il y a eu un top. Alors là, pour un top secret, ça a été un top secret. Personne m'a dit. Moi, j'ai des amis américains qui ont travaillé dans le cinéma et qui m'ont dit bah, tes albums sont en bonne vue dans les rayonnages, mais qui n'a pas de la documentation? C'est évident. Tout le monde qui travaille dans une recherche de costumes et de décors. Moi, à l'époque, j'en avais pas beaucoup de la documentation, parce qu'il n'y en avait pas. Hein. Mais j'ai forcément été inspiré. C'est pour ça que, par exemple, dans l'expo de la Cité des Sciences à la Villette à Paris, j'ai fait une petite loge, enfin, parce qu'il y a des loges différentes avec des thèmes. Ça, et il y en a une que j'ai appelée ça « Inspiration, emprunt et clin d'œil ». Et là, ce sont, moi, les choses que j'ai pris des grands tableaux, des pastiches, d'un petit détail. Des personnages de bande dessinée, des acteurs dans tel rôle, etc. Un petit coup de chapeau, mais je le dis. Bon, bah, Lucas, il ne l'a pas fait. Voilà, bah, tant pis. Une autre question? Oui, ici.
bonjour l'artiste. Dites-moi, après un tel parcours artistique, qu'est-ce qui vous manque encore à faire ces prochaines années? Oh, je veux m'acheter un jet privé. Ça m'irait tellement bien. Non, écoutez, mais on ne peut pas se passer sa vie à se dire « Oh là là, qu'est-ce que c'est formidable ce que j'ai fait ». J'ai eu beaucoup de bol. Parce que j'estime que je ne suis pas un dessinateur du talent de bien des dessinateurs qu'on voit et qu'on rencontre. Par contre, je ne me suis pas contenté de plagier ceux que j'aimais. Je l'ai fait quand j'avais 12 ans, oui, j'ai fait un faux album de Tintin, et après j'ai fait un autre truc où je prenais modèle sur qui j'aimais beaucoup. Mais j'aimais déjà et Hergé, et Franquin, et d'autres dessinateurs, et je mélangeais le tout dans mon encrier pour faire ce que je croyais que c'était du Mézières. Bon. Mais ça, je crois que le pire, c'est de copier bêtement, servilement. Ça, au moins, parce que au moins qu'on fasse quelque chose que les autres font pas, ne fassent pas, pardon. Et donc, évidemment, faisant de la science-fiction, c'est la porte ouverte, puisque nous, on savait même pas qu'on allait faire 2 albums, puisque la première, il fait 30 pages, mais il n'y a même pas d'album chez Dargaud à l'époque. Il n'y avait que Astérix et Tanguy et la Verdure qui avaient droit à des albums. Blueberry n'avait pas commencé encore. Donc tout ça, c'est de dire, faut travailler avec ce qu'on peut. Et puis c'est vrai, par exemple, que là, moi aussi j'estime que j'ai la chance sûre que travailler pour un journal qui, toutes les semaines, bouffait 64 pages de dessin, il y avait du boulot pour les géniaux artistes qui nous entouraient et les magnifiques talents. Et quand Albert Uderzo faisait 4 pages par semaine, il faisait 2 pages d'Astérix et 2 pages de Tanguy, c'est quand même monstrueux. Les mecs, ça bossait. Hein. Et d'autres ronronnaient dans leur coin. Et puis le lecteur, s'il aimait bien un tel, il pouvait lire l'histoire. Et puis il attendait une semaine les 2 autres pages suivantes. Et s'il n'aimait pas, on tournait la page et pof, il y avait un Blueberry qui arrivait. Donc ça, c'était la chance qui n'existe plus maintenant pour les jeunes dessinateurs. Et ça, c'est vrai, puisqu'on leur demande de faire la preuve qu'une idée de commencer à travailler avec tel dessinateur ou tel scénariste, ou tout seul, ou à 3, etc., et faire un bouquin au milieu de 5000 bouquins par an. Ça, c'est terrible, et c'est un truc où on peut dire, maintenant, ils font des essais avec le web, etc. Mais enfin, tout le monde n'aime pas dessiner à la palette graphique, et tout le monde fait pas ça. Et puis l'impact, les gens qui regardent sur le web, c'est pas des gens qui achètent un bouquin. Quand tu achètes un bouquin, c'est un geste définitif d'aimer un auteur, ou du moins espérer aimer un auteur. Hein. C'est vrai. Là-dessus, je veux dire que j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'il y a eu des progrès techniques, l'imprimerie pour les magazines à faire. Regardez les vieux pilotes des années 50, qu'est-ce que c'est dégueulasse. Ça coule un peu, hein, la couleur. Ça coule la couleur. Quand il y avait une publicité jaune sur la page d'à côté, il y avait du jaune aussi. Enfin, bon. C'est vrai, voilà. Ça, c'est l'époque. Mais maintenant, il y a des liens de transfert. Je sais que le gars, maintenant, qui habite au fin fond de la Suisse ou de la France, etc., peut être en rapport immédiat avec un journal, et pour envoyer son matériel, ça, avant, il fallait faire des enveloppes et attendre que le courrier passe, etc. C'était plus lent, le contact était plus difficile. Vous avez rencontré beaucoup d'auteurs lorsque vous étiez un jeune dessinateur vous-même. Est-ce qu'aujourd'hui, de jeunes dessinateurs viennent vers vous pour vous demander conseil, pour passer sous votre protection? J'ai la réputation d'être un père fouettard. Je ne sais pas si vous avez vu dans le numéro de Pilote, puisqu'il vient de sortir, je vais faire de la pub pour Pilote, ils ont sorti un numéro spécial Valérian la semaine dernière, et il y a notamment Barral, qui s'appelle... son prénom, je ne l'ai plus. Bon, Barral raconte une entrevue qui est venue chez moi
Et parce qu'il m'en avait parlé, il est venu se faire critiquer, parce que c'est vrai que j'ai été critiqué par Franquin, par JG, et je trouve ça très intéressant de se faire critiquer. Alors les jeunes dessinateurs, quand ils commencent à froncer les sourcils, parce que je dis, ah, tu vois, ton truc c'est mal foutu, un truc comme ça, et quand je me dis, écoute, t'es venu me demander de regarder tes dessins, si tu veux que je te dise, c'est très bien mon chéri, c'est très bien, tu vas voir ta grand-mère, hein. Tu vas voir ta grand-mère, et puis voilà, et tu vas pas m'emmerder. Donc, Barral raconte ça, où apparemment, je l'ai descendu en flamme, c'est très très rigolo son histoire. Mais comme il dit à la fin, bah oui, mais je suis quand même dessinateur. Mais il l'avait pris, c'est vrai. Et il m'en a parlé, je ne m'étais même pas rendu compte que je l'avais descendu. Bah, c'est toujours pareil, qu'est-ce que je peux dire? Il y a un truc qui coince, bah, il y a un truc qui coince. On a peut-être encore le temps pour une dernière question avant de passer à la surprise finale. Oui, juste là. Oui. Merci. Alors, vous avez parlé à un moment justement que vous aviez tapé sur un même clou pendant des années et des années. Je me demandais juste, est-ce qu'il y a un moment où est-ce que vous aviez vu un peu marre de taper sur ce clou et vous auriez voulu changer de marteau ou autre, un petit moment, si oui, quoi? Bah, j'ai jamais tapé trop fort. C'est-à-dire que je ne suis, par rapport à d'autres dessinateurs de mon âge, j'étais certainement celui qui prenait le plus de temps pour recommencer, de dire cette page-là me plaît pas, je la fous en l'air, je recommence, plutôt que les stakhanovistes qui sortent. Bon, j'ai eu la chance d'avoir des bouquins qui se vendaient raisonnablement, ça n'a jamais été, comme dit Christin Valérian, jamais été à la mode, donc ça n'a jamais été démodé. Mais on a eu, alors, et cette période de travailler pour un journal et d'avoir les premiers droits d'auteur qui tombaient en même temps, c'est appréciable, parce que quand même ça a changé des choses. Et puis, la science-fiction, je n'aime pas dessiner d'après-photo, je n'aime pas dessiner des tanks, des avions, des armes, des trucs comme ça. Je dessine des trucs qui me passent par la tête et j'essaie de les rendre le mieux possible. Mais donc j'aime la liberté de la science-fiction. Et je ne me suis jamais lassé de faire la science-fiction. J'ai fait des illustrations, j'ai fait un récit de reportage fiction avec Christin, mais qui s'appelle Lady Polaris, je ne sais pas si vous avez vu, ça a été publié chez Autrement en 87 et réédité chez Casterman en 2008. Et c'est un livre de reportage où j'ai fait là beaucoup de photos. On a voyagé, on s'est retrouvés dans des ports de l'Europe du Nord et de l'Europe du Sud. Et on a fait un récit, c'est un récit qu'il a fait qui est très drôle, une espèce d'enquête journalistique. Avec moi, je me suis payé des belles aquarelles, des pastels, des trucs pour changer de médium, etc. C'est bien, mais j'étais content aussi de redémarrer un Valérian. Et puis, j'ai travaillé pour d'autres trucs. J'ai travaillé pour un film allemand qui a été un bide assez terrible, et qui s'appelle Le Dieu rebelle en français. En allemand, c'est Es ist nicht leicht, ein Gott zu sein. Et en anglais, The Rebel God. No, Hard to be a God. Hard to be a God. Et qui était un truc de science-fiction. C'est comme ça que le réalisateur allemand m'avait contacté parce qu'il cherchait un dessinateur. Et il me dit, il parlait très très bien français, Peter Fleischmann, et qui avait fait Scène de chasse en Bavière, un film très apprécié dans les années 70, et qui a même eu un ours d'or à Berlin ou un truc comme ça, et qui me dit, je pars en Ouzbékistan en repérage, est-ce que tu veux venir? Ouais. Et donc je me suis barré largement en Ouzbékistan avec lui pour voir des paysages choisis par l'équipe soviétique, puisque c'était une coproduction franco-germano-soviétique. Je m'étonnerais que les Suisses ne soient pas dans la bande aussi.
et qui a mis 10 ans à se faire et qui est sorti au moment de la perestroïka russe, c'est-à-dire qu'en 89, alors qu'on avait commencé en 83, je crois qu'il avait commencé les premières recherches en 83, moi c'était en 85, et le film a été un râteau absolu. Donc pour moi c'était des breaks où j'ai produit, et ça j'ai fait ça dans mon album Les Extras de Mézières, où je montre, et ou des projets publicitaires, des trucs de temps en temps intéressants et alimentaires, comme disait tout à l'heure BBM, des trucs une petite paye intéressante pour une belle illustration. Et là, c'était... oui, au niveau pognon, je crois que je me demande s'ils me doivent pas encore un peu d'argent, mais parce qu'il y avait des crises les banques ne lâchaient pas. Il y avait entre les banques russes et les banques allemandes, qui c'est qui lâchait les premiers trucs. Bon, mais c'était donc une expérience qui me sortait effectivement de chez moi beaucoup aussi. Et par contre, j'ai quand même produit dans ce bouquin Les Extras de Mézières des beaux croquis, des trucs intéressants. Que j'ai fait à Munich, dans un atelier. C'était marrant, quoi. Merci beaucoup. Et puis je vais garder les vaches à cheval jusqu'à la dernière. Oui. Pour mes 70 ans, j'y suis allé encore pendant un mois. Et ça aussi, ça m'aère la tête, j'aime beaucoup. Mais ça n'a rien à voir avec la bande dessinée. Merci beaucoup. Merci pour ces questions. Merci Jean-Claude Mézières. Je vous propose maintenant une petite surprise. En fait, nous avons à disposition ici au NIF le trailer exclusif ou un nouveau trailer exclusif de Valérian. Alors, je vous propose de conclure cette rencontre avec la diffusion de ce trailer. Ou peut-être vous me confirmerez qu'il est bien exclusif. Je jure que je croyais que j'avais tout vu, mais donc... Et en tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci aussi.